Donc quels sont les tokens à acheter? Donc on achète un projet auquel on croit. Il y a beaucoup de projets sur le marché aujourd'hui, il y a plus de 18 000 tokens. 90% ne vaudront plus rien dans peu de temps. C'est comme les entreprises classiques. Il y a des entreprises dans l'ère d'Internet qui sont sorties et la plupart ont échoué. Il est resté les plus gros, Apple, Amazon, Hewlett Packard et d'autres. Eh bien ceux qui avaient investi dedans ont eu plus de gains malgré les 90 autres entreprises qui ont chuté. Ensuite, quel est le projet? Donc la notoriété des acteurs. Est-ce que vous allez faire donc des recherches? Est-ce que les gens sur le projet, par exemple j'achète un projet, Maître Nuno Montero a créé un token, je vais voir ce qu'il a fait, avec qui il travaille. Est-ce qu'il a fait d'autres projets similaires? Est-ce qu'ils ont fonctionné? Quel est son historique? Donc ça me permet, moi, de vérifier aussi l'authenticité, le sérieux des acteurs qui sont engagés et leur expertise dans le domaine. D'accord? Et surtout, quelle est l'équipe derrière le projet, donc avec qui il travaille, la vision du projet, quelle est l'utilité de ce que Maître Nuno Montero est en train de faire? Est-ce que ça répond à un besoin dans notre monde? Est-ce que ça sert à quelque chose? Si ça ne sert à rien, pourquoi investir? Ce sera juste de la hype et ça n'aura pas une valeur dans le long terme. Et aujourd'hui, vous êtes des investisseurs et votre objectif, c'est ça. Alors ne vous y trompez pas, moi je ne suis pas en train de vous parler des crypto-monnaies seulement parce que je crois en cet écosystème, parce que je veux que ça révolutionne le monde, etc., etc. Je suis un conseiller en gestion de patrimoine avant tout. Pour moi, c'est un actif financier, c'est un actif numérique. C'est une nouvelle opportunité, donc on étudie cette analyse, on s'y met avec la stratégie et on sort dans le monde. D'accord ? La capitalisation du projet, ça c'est très important. Combien ça vaut ce projet et combien ça pourrait valoir plus tard? Vraiment se poser cette question également. Ensuite, les instruments. Je vais passer rapidement dessus parce que certains parmi vous les connaissent, d'autres ne les connaissent pas. Et c'est pas forcément important pour vous de les connaître aujourd'hui, mais lorsque vous allez les voir, vous les connaîtrez. Ça, c'est un chart qui s'appelle Ishimoku Kinko-Hyu. Tout simplement, ça veut dire que c'est l'équilibre de la courbe en un seul coup d'œil. C'est un japonais qui l'a inventé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des nuages, le nuage vert, le nuage rouge. Lorsque le cours est au-dessus du nuage, le cours est haussier. Et lorsque le cours traverse le nuage et descend, on rentre dans une phase baissière. Et là, tout ce que vous voyez dans le rouge, ce sont des tentatives du cours de percer le nuage. Mais quand ils n'arrivent pas à percer le nuage, eh bien ça dépend. C'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a des indicateurs à rebours qui nous arrivent et qui nous permettent d'anticiper le marché un tout petit peu. On a également le RSI, c'est le Relative Strength Index. C'est tout simplement sur 100 la moyenne des hausses et des baisses. Donc ça nous dit si le cours est plutôt haussier ou si le cours est plutôt baissier. Et comment il s'exprime? Par un oscillateur. Donc c'est l'un des plus utilisés. Ok? Il est très souvent inclus dans les plateformes de trading. Parce que ça nous donne une vision du marché en minutes, en heures, ou en jours, ou en mois. Ok? Et ça se manifeste comme ça. Là, en dessous de votre chart, vous avez ça. Donc vous avez une ligne médiane. Lorsque l'indicateur passe au-dessus de la courbe médiane, on est plutôt sur une tendance acheteuse, donc le cours monte. Et lorsque l'indicateur passe en dessous de la courbe médiane, on est plutôt dans une tendance vendeuse. Donc ça veut dire que le cours a tendance à chuter. Ok, donc par défaut, la valeur du RSI est à 14. Bon, je vais vous épargner les détails, mais la bande supérieure ici est entre 70 et 100, et la bande inférieure est entre 0 et 30. Et la partie médiane étant tout simplement une partie d'indécision sur le marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est entre 0 et 30, c'est le bon moment d'acheter. Mais quand on se retrouve entre 70 et 100, ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse sur le marché et donc potentiellement des vendeurs vont vendre, ce qui va faire chuter le cours. Vous voyez, tout est un peu connecté comme ça. Le MACD aussi, c'est un qui est très intéressant parce que vous avez toutes les petites barres qui sont là et qui grandissent et qui diminuent. Et quand ça diminue, on voit un changement de tendance sur le marché. Donc ça aussi, c'est un indicateur à suivre. Mais pour l'instant, c'est pas les plus importants. Je vous en parle seulement pour que vous puissiez les connaître. D'accord? Donc celui-là, il sert plus pour de l'analyse technique. Et vous n'allez pas forcément faire de l'analyse technique parce que peut-être que vous n'en avez pas les moyens. C'est pas grave. Ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas le temps. Ok? Ensuite, un exemple du MACD. Donc ce qu'on voit,
c'est que quand le cours baisse, eh bien on a les bougies rouges, et quand ça remonte, on a les tendances haussières, c'est un peu vert, et c'est toujours en forme d'arc de cercle. Et ce que vous voyez ici, c'est les capitaux sur le marché. Plus il y a de capitaux, plus les bougies sont grandes. Ok ? Alors, il y a quelques charts comme ça qui sont très intéressants. C'est head and shoulder, donc vous avez la tête, vous avez le cou. Donc là, on est sur une phase baissière du marché. Ça se caractérise comme ça. Ok ? On en a d'autres. C'est le cup and handle. Celui-là, on l'aime beaucoup, nous, parce que ça nous permet de voir que le cours est en train de faire une tasse. Ensuite, ça va faire une anse, et après la anse, ça va monter. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, vous imaginez, si vous avez une bille là-dedans, la bille passe, repasse, et elle prend de l'ampleur et elle monte. On a celui-là aussi, le falling wedge. Bon, je vous le montre juste à titre indicatif, comme ça vous allez vous coucher un peu plus intelligent sur ce sujet-là ce soir. Et il y a aussi le Fear and Greed Index. Alors, si vous deviez en retenir qu'un seul, c'est celui-là. Parce que lui, il vous donne tout. C'est quoi ? C'est tout simplement le sentiment sur le marché. Plus le sentiment est haussier, plus il y a une euphorie sur le marché, plus des gros porteurs peuvent vendre et faire chuter le marché. A contrario, nous, on est plutôt dans le rouge. On est parfois tombé à 6 en rouge de l'autre côté. Et quand on est à 6, ça veut dire qu'il y a un sentiment négatif sur le marché, les gens n'y croient pas, et c'est là où ils vendent. Et c'est là où vous, maintenant, vous allez acheter. Donc ça, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, le Fear and Greed Index. Si vous voulez prendre une photo, c'est le moment. Mais c'est très simple, c'est le Fear and Greed Index. Ok, alors, au niveau de la pause, je pense que je vais passer et je vais vous présenter quelque chose rapidement. D'accord ? Ce sont les différents moyens de paiement qui existent dans la crypto depuis le début. Moi, je les ai tous essayés. Et aujourd'hui, la plupart n'existent plus ou ne fonctionnent pas très bien. Donc ça, ce sont des outsiders, très difficiles d'utilisation. On a celui-là qui est rentré sur le marché il y a peu de temps, et à l'époque, il vous permettait de dépenser votre argent et d'obtenir du Bitcoin en cashback. Donc vous dépensiez de l'euro et il vous donnait un pourcentage en Bitcoin. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, ça ne sert à rien d'utiliser la carte bancaire de votre compte bancaire. On a Nexo aussi, mais on a également celui-ci, c'est Change Wallet, voilà, qui a fait son système de paiement. Mais voilà, ce sont des entreprises qui essayent de se mettre dessus. On a des plus gros. On a Crypto.com dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà toute la série de cartes qu'ils proposent. Celle qui est gratuite. La rouge qui coûte $350. Attention, vous ne la payez pas $350. Vous payez l'équivalent de $350 de leur token, qui est bloqué pendant 6 mois. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Tout simplement parce que lorsque vous achetez cette monnaie, ce qui est le plus difficile pour une entreprise, c'est la volatilité du marché. Si les tokens se retrouvent sur le marché, il y a des gens qui peuvent acheter, vendre et faire chuter ou monter le cours. Donc pour se protéger de ça, ils demandent à des investisseurs comme vous qui y croient d'acheter et de garder les tokens, ce qui fait que ces tokens ne sont pas sur le marché. Et s'ils ne sont pas sur le marché, ils ne sont pas soumis à la volatilité. Ça permet à l'entreprise de continuer à se solidifier, à se structurer et à grandir et vous faire grandir avec elle. D'accord ? Donc, voilà les différents systèmes de paiement. Celle-là coûte $3 500, celle-là c'est $35 000 et celle-là c'est $350 000. On l'appelle l'Obsidian. Elle vaut plus que l'immobilier. Et je peux vous assurer que ceux qui l'ont acheté lorsque ce token est sorti, ça valait bien plus que l'immobilier. Parce que le cours a fait, je crois, plus 2000%. Quelque chose comme ça. Ok ? Et ensuite, voilà, on va faire un exemple très simple. Je vous ai fait un schéma. Franchement, je me suis amusé à le faire et j'ai galéré en même temps. Vous avez votre compte bancaire là-bas. Et vous avez les dépenses qui ne rapportent rien. Vous avez également des frais de carte bancaire. Et vous avez aussi des limites à l'étranger. Et surtout, vous avez une carte en plastique. Bon, je vous dis ça parce que maintenant, ils ont des cartes en métal. Ça fait plus sexy. Ok. Et là, on a un compte crypto. Donc, dans ce compte crypto qui est divisé en 4, ça vous permet plusieurs choses. 1, vous faites un virement CEPA dessus, en euros. Vous déposez par exemple 1000 euros. Ces 1000 euros, vous pouvez les dépenser avec une carte bancaire de l'application. Ça vous permet d'obtenir du cashback sur chaque achat, entre 1, 2, 3, 5, 8% sur chacun de vos achats. Donc vous avez une remise systématique.
crypto. Et c'est une remise exponentielle, parce que si vous avez 8% alors que le cours est à 0,10, bah, c'est pas la même chose que lorsque le cours sera 1. Donc vous avez 8% et c'est multiplié par 10 après. D'accord? Donc vous avez du cashback, vous avez un remboursement parce qu'ils vous proposent de rembourser votre abonnement Spotify, votre abonnement Netflix, Amazon Prime par exemple. Donc vous le payez et ils vous le remboursent en cashback. Donc si ça coûte 10 euros, ils vous rendent 10 euros de leur monnaie. D'accord? Spotify, Netflix, Amazon Prime et d'autres. Il y a aussi des voyages et autres. D'accord? Ça vous permet également d'acheter de la crypto si vous le souhaitez. Vous avez mis 1000 euros, à la fin il vous reste 100 euros. Bah, les 100 euros, vous pouvez décider de les diversifier sur de la crypto, en acheter un tout petit peu parce que ça baisse, d'accord? Donc c'est une manière facile de le faire. Et donc vous pouvez acheter la crypto selon votre rythme, comme vous le voulez. Ensuite, l'argent qui est en excédent, si vous ne voulez pas acheter la crypto, vous pouvez faire ce qu'on appelle du stacking, du earning. Ça veut dire que vous déposez cet argent et cet argent génère des intérêts. Donc là, on est en train de voir 3 gammes de services. Le remboursement de vos achats, la possibilité d'acheter de la crypto et la possibilité de gagner de l'argent sur votre épargne. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cet argent, eh bien, vous pouvez tout ramener ensemble dans un virement SEPA sur votre compte bancaire. Et la boucle est bouclée. Donc quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir une carte d'un compte bancaire? Rien. Et là, vous n'avez pris aucun risque. Excepté cette partie, vous n'avez pris aucun risque sur ça. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de sécuriser vos actifs également et de les sortir du marché. Et pour ça, lorsque vous ouvrez un compte sur une plateforme, vous devez absolument activer ce qu'on appelle la sécurité 2FA. Le 2FA, c'est quoi? C'est que vous êtes sur une plateforme, vous avez une application sur votre téléphone, vous mettez votre login mot de passe, et pour accéder à votre compte, eh bien, l'application vous demande d'aller récupérer le code qui est généré par cette application pour venir l'insérer. Ça permet d'authentifier encore plus que c'est vous qui êtes en train de vous connecter. Pour éviter le cas où quelqu'un aurait pris votre login mot de passe, ça peut vous envoyer un mail, ça peut vous envoyer un SMS. Voilà, il y a différentes manières de sécuriser aujourd'hui. Et on a surtout ce qu'on appelle des cold wallets, qui sont des clés externes qui ne sont pas connectées au réseau. Ça veut dire que personne ne peut vous voler votre argent, personne ne peut pirater votre compte parce que vous avez votre ordinateur qui est relié à Internet. La plupart des cold wallets sont pas sur Internet. Donc le 2FA, c'est ça, c'est Google Authenticator. C'est l'application la plus connue aujourd'hui et qui est utilisée par l'ensemble des personnes qui ont un compte. Vous avez aussi la petite clé Ledger. Celle-là, vous la connectez à votre ordinateur, vous transférez votre argent dessus, vous sortez la clé et elle n'est absolument pas connectée au réseau. Donc elle est tout simplement impiratable. Ok? Pour garder vos cryptos pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Ok? On a aussi Cold Wallet Pro. Donc il y a plusieurs acteurs sur le marché également. Alors comment est-ce qu'on fait pour découvrir tout ce qui concerne l'écosystème de la crypto? Eh bien il faut vous former et aller sur les réseaux sociaux. Vous avez des groupes Telegram, vous avez l'application Twitch, Discord, YouTube. Il y a beaucoup de vidéos d'enseignement dessus. Bien sûr il fallait venir à cette conférence, hein. Je ne l'ai pas mis. Il y a Twitter, Instagram, Snapchat. Alors Instagram et Snapchat peut-être pas, mais tout ce qui est Twitter, LinkedIn, vous avez quand même dessus des analyses qui sont assez pertinentes pour avoir des informations. Et bien sûr, vous avez mon contact maintenant. Donc voilà, l'ère d'Internet 3.0. On va terminer par les temps difficiles produisent des hommes forts. Les hommes forts produisent des périodes assez propices, calmes. Et ces temps calmes produisent des hommes faibles. Donc on a été très, très longtemps, nous, dans la dernière. Tout allait bien pour nous. Voilà, le marché se passait bien, tout se passait bien. On était sur Internet, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout se passait bien. Ça nous a rendus un peu faibles, d'une certaine manière. Mais justement, cette faiblesse est en train de se traduire par des temps difficiles, et c'est l'occasion pour nous de devenir des hommes forts et de récupérer tout ça. Voilà, donc la conclusion, c'est ça. Le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont là pour durer. Je peux vous le garantir, c'est là pour durer. Pourquoi? Parce que vous avez des États qui en achètent, vous avez des entreprises qui achètent, vous avez des fonds d'investissement qui achètent. On a par exemple le fonds d'investissement qui s'appelle Grayscale. C'est le plus grand fonds d'investissement au monde qui gère des milliards d'actifs. Eh bien, ils viennent de porter plainte tout simplement contre la SEC,
qui est comme l'AMF chez nous. La SEC, c'est la Security Exchange Commission. Nous, c'est l'autorité des marchés financiers, donc le gendarme des marchés boursiers. Ils ont porté plainte contre eux parce que la SEC a rejeté leur demande d'avoir des ETF sur le Bitcoin. On a également en ce moment la banque, une grosse banque d'investissement qui veut racheter toutes les entreprises de crypto qui font faillite pour récupérer leurs actifs. On a des États qui vous disent que ça ne sert à rien alors qu'ils sont les mêmes qui en achètent. On a de plus en plus d'entreprises et de services qui veulent en acheter, des entreprises qui transforment le capital de leur entreprise de monnaie fiduciaire en monnaie crypto. Donc tout ça, ce n'est pas pour rien, parce que c'est une nouvelle manière de penser. En sortant d'ici, vous allez peut-être commencer à moins penser en argent fiduciaire, mais vous allez commencer à penser en crypto. Peut-être que demain, lorsque vous allez vendre un truc sur le bon coin, vous allez mettre en plus accepte de la crypto comme moyen de paiement. Donc le chemin parcouru est énorme et on n'est qu'au début de cette révolution financière. Donc oui, moi je pense qu'on est encore aux prémices d'une monnaie difficile à utiliser. Son envergure et son potentiel sont compris par très peu de personnes, mais je peux vous assurer que si vous ratez là, maintenant, tout de suite, eh bien ça va être un peu plus difficile de continuer et moi je pense que ça changera le monde.